Alors on peut d'abord se poser la question pourquoi, à quoi sert une telle étude, hein, c'est la question qu'on m'a posée hier au cours de l'émission avec Stéphane Bern, où il fallait se battre un petit peu pour parler, parce que c'est vraiment sur RTL, c'est assez, voilà, c'est assez punchy, comme on dit. Et donc un des chroniqueurs m'a dit, mais ça sert à quoi une telle étude? C'est vrai que j'ai passé quand même 2 ans, enfin j'ai pas fait que ça heureusement, mais enfin ça fait un peu plus de 2 ans que je m'occupe de cette question. Le livre fait 500 pages, il y a pratiquement 1 million de caractères, il y a plus d'une centaine de pages de notes, donc effectivement c'est un gros boulot. Est-ce que ça en vaut bien la peine? Est-ce que après tout, qu'est-ce que ça peut faire, que ce soit la tête ou pas la tête de Henri IV? On peut dire qu'on s'en moque, après tout, c'est pas quelque chose de décisif dans l'histoire de France, ça va pas remettre en cause notre vision du XVIIe ou du XVIe siècle, mais pourquoi ça a quand même un intérêt? Alors moi je dirais que d'abord c'est vrai que toute recherche historique d'une certaine manière peut être considérée comme oiseuse, hein. À quoi sert d'étudier la civilisation étrusque ou l'écriture cunéiforme ou les civilisations précolombiennes? À quoi sert de gratter la terre pour récupérer quelques poteries du IIIe siècle ou du IIIe millénaire avant Jésus-Christ? On peut dire que c'est déjà l'intérêt de l'étude, l'intérêt simplement de la recherche intellectuelle déjà qui peut, je dirais, justifier ce genre de travaux. Mais au-delà de ça, on touche à des choses plus importantes, je crois. D'abord à ce qui est le fond du travail d'un historien, qui est la quête de vérité. Ou je dirais plutôt que de vérité, parce que le mot vérité a un peu une connotation d'absolu, un peu religieuse ou philosophique. On dit toujours la vérité n'est pas atteignable, etc. Je dirais qu'en histoire, ce qu'on recherche, ça serait plutôt la véridicité, je dirais. C'est-à-dire le fait que, comme dans une discipline scientifique, tel fait est vrai, tel fait est avéré, tel fait peut être constaté, peut être vérifié par une recherche dans les archives, dans les documents, éventuellement grâce à l'archéologie. C'est ce que le professeur Cornette, qui est de Paris 8, qui a écrit la préface de ce livre, appelle les faits têtus, qui sont la matière même de l'histoire. Ces faits têtus je dirais, sont à la base de ce qu'un historien doit faire, au-delà des analyses, etc. Dans un premier temps, il faut déjà établir ces pierres, comme disait un autre historien que je cite dans ma préface, dans mon avant-propos, ces pierres ces pierres de vérité finalement qui constituent l'édifice de l'histoire. Léopold von Ranke, qui était un des fondateurs de la méthodologie historique au XIXe siècle, l'historien allemand, disait l'histoire c'est la discipline qui établit comment les choses se sont vraiment passées. Alors ça s'oppose finalement à ce souci d'objectivité qui bien sûr n'est qu'une recherche, hein, et bien sûr quelque chose qu'on n'atteint pas véritablement, mais qui est une exigence de l'historien. Je dirais, est contrebattu très souvent aujourd'hui par une espèce de relativisme en disant mais non, il n'y a pas de vérité, chacun a son opinion, chacun a sa croyance sur l'histoire, etc. Or, il y a tout de même, je dirais, au-delà infiniment des analyses, il y a quand même un certain nombre d'événements que l'on peut considérer comme indiscutables. Par exemple, si je dis qu'au début du XIXe siècle, il y a un certain personnage qui s'appelait Napoléon Bonaparte et qui a régné comme empereur des Français, ce n'est pas quelque chose qui est sujet à la discussion ou à la croyance, etc. Donc il y a quand même en histoire un certain socle de faits vérifiables, incontestables, que l'on peut établir. Et pour essayer de les établir avec un maximum, je dirais, un maximum de probabilité ou de certitude, il y a une méthodologie historique qui emploie des méthodes scientifiques. Je dis souvent que l'histoire est un art qui utilise des méthodes scientifiques, et en l'occurrence, dans cette affaire de la tête dite d'Henri IV, que j'appellerais la tête Bourdet, qui était le nom de son propriétaire au XXe siècle, eh bien cette exigence de méthodologie et de sérieux n'a pas du tout été respectée. Cette histoire qui a commencé le 16 décembre 2010 par une conférence de presse à l'auditorium du Grand Palais, qui était une sorte de conférence très, très médiatisée, avec un parterre de spécialistes, d'experts, comme on dirait aujourd'hui, hein, en reprenant le titre d'une série bien connue de la télévision. Il y avait donc
Philippe Charlier, médecin légiste, spécialiste de ce genre d'études. Il y avait plusieurs journalistes qui avaient fait ce documentaire. Il y avait Louis-Alphonse de Bourbon, le professeur Bablon, spécialiste d'Henri IV. Voilà, un certain nombre de pointures, on pourrait dire, hein, qui étaient là pour assurer que cette tête était bien la tête d'Henri IV, avec une certitude, disait-il, de 99,9%, qui est quand même un chiffre assez haut. On nous expliquait qu'un documentaire avait été tourné pour cela et allait passer 3 mois plus tard, en mars 2011, sur France 5, ce qui a eu lieu effectivement, et que voilà, la vérité, je dirais que cette année du 4e centenaire de la mort d'Henri IV, 2010, hein, s'achevait comme ça, par une espèce de point d'orgue, par une découverte un peu miraculeuse de la tête du bon roi qui avait été perdue et retrouvée et analysée et authentifiée grâce à une enquête historique et surtout à une enquête scientifique extrêmement poussée, avec une vingtaine d'experts internationaux qui avaient comme ça apporté leur science pour arriver à résoudre cette énigme. Alors, là, on était finalement plus proche de quelque chose comme le Da Vinci Code, où je dirais, ces émissions de justement ces feuilletons télévisés où les experts, où les médecins légistes viennent apporter une réponse un peu miraculeuse à des questions scientifiques comme ça, enfin à des questions historiques ou plutôt souvent policières. Mais en creusant un peu, très très vite, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment matière à contestation. Je dirais que là, on est un peu dans cette histoire spectacle qui a toujours existé, d'ailleurs, de toute manière. Hein. Je me souviens que dans les années 70, il y avait la collection L'Aventure Mystérieuse, j'ai lu, vous savez, ces espèces de livres de poche rouges, là, bon, qui aussi, sous couvert de science et d'histoire, affirmait les choses les plus saugrenues sur les extraterrestres, la Lune, etc. Hein. Donc finalement, c'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont c'est médiatisé, dont c'est pris en main finalement par la télévision et par notre monde médiatique, et aussi par le fait que ce genre d'affirmation massues comme cela, qui sont présentées par les médias, ne sont absolument pas contestées et sont reprises de manière assez placide, on peut dire, sans critique, sans aucun esprit critique par les journalistes et par l'ensemble de la presse qui se contentent finalement de recopier et de se faire l'écho de ce genre d'affirmation. Lorsqu'il y a eu cette conférence de presse en décembre 2010, hein, il y a eu un communiqué de l'AFP donc, qui a annoncé la chose, et ce communiqué a été repris sans aucune espèce d'esprit critique par l'ensemble de la presse française et internationale. 5 jours plus tard, enfin pas plus que 5 jours plus tard, presque un mois plus tard, le 5 janvier, moi-même j'ai obtenu un communiqué de l'AFP pour dire le contraire, pour dire que tout ça n'était peut-être pas aussi simple et n'était pas aussi définitif. Et ce communiqué AFP, où il était écrit un historien conteste l'authentification de la tête d'Henri IV, eh bien ce communiqué de l'AFP a été repris aussi par les journaux, sans qu'ils n'ont pas trouvé très étonnant de dire le contraire de ce qu'ils avaient dit 3 semaines plus tôt, sans chercher tellement à creuser la question. Alors, ces affirmations que j'ai pu faire dès le début du mois de janvier 2011, je ne les ai pas fait vraiment tout seul. Il y a eu très très vite un certain nombre de spécialistes qui ont trouvé que cette déclaration, cette authentification était un peu rapide. En particulier l'article qui a été publié par Charlier, donc le docteur Charlier et ses autres experts dans le British Medical Journal en décembre 2010 a été immédiatement l'objet de critiques qui ont été publiées aussi dans le même journal de la part de spécialistes italiens, puisque on en reparlera, mais je dirais que l'Italie avait un rôle à jouer dans cette authentification, en particulier le professeur Gino Fornaciari, qui est le grand spécialiste des Médicis et qui enseigne à l'université de Pise, qui est un des plus grands paléopathologistes européens, et donc qui s'est insurgé contre cette
cette affirmation, cette authentification. Un autre qui est Franco Ugo Rollo, qui est aussi un Italien, qui a été celui qui a étudié, vous savez, cet homme des glaces qu'on a appelé le Ötzi, là, le Libernatus du Tyrol, donc qui est aussi, lui, un généticien et un spécialiste de paléopathologie. Le professeur Cassiman, donc généticien belge, qui avait travaillé avec moi pour le cœur de Louis XVII en 2000, a trouvé aussi que les résultats ADN, ou l'absence de résultats ADN était étonnante. Et puis au niveau historique, le professeur Joël Cornette, dont je parlais tout à l'heure, donc de l'Université de Paris 8 Saint-Denis, qui venait de sortir un livre justement sur Henri IV et Saint-Denis et sur tout ce qui s'était passé au moment des obsèques, de la violation des tombeaux en 1793, etc., et qui donc connaissait très très bien le dossier d'Henri IV et du corps d'Henri IV, a trouvé que tout cela n'était pas très sérieux. Donc il y avait quand même un certain nombre, dès le début, de spécialistes, d'universitaires qui me donnaient à penser que je ne me lançais pas là dans un combat complètement dangereux, je dirais, et complètement suicidaire. Alors, le premier point, alors avant de passer dans les différentes étapes et voir les différents questionnements autour de cette tête, je dirais d'abord, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'erreur méthodologique de base qui fait que cette enquête n'a pas été menée par des historiens. Alors on nous a bien dit en 2010 que le professeur Bablon, donc spécialiste d'Henri IV, mais monsieur quand même âgé de plus de 80 ans et tout de même moins au fait peut-être de la recherche actuelle, a été mis dans la confidence. Hein, c'était le terme qu'ils avaient utilisé. Professeur Bablon, manifestement, n'est pas du tout intervenu dans la recherche, entre guillemets, ni dans l'enquête. Il a simplement, en quelque sorte, supervisé, chapeauté cette affaire, puisque c'est lui qui avait mis les journalistes sur la piste de cette tête, puisqu'il, enfin j'en reparlerai plus tard, mais il en avait entendu parler il y a quelques années, et donc c'est lui qui a dit aux journalistes la personne qui pouvait éventuellement être propriétaire ou détentrice de cette tête. Mais je dirais que son rôle s'est quand même borné à cela. Jacques Perrault également, qui était l'ancien conservateur du musée de Pau, musée de Compiègne, et qui est le président de la Société Henri IV, manifestement a eu un rôle surtout logistique dans l'affaire, c'est-à-dire que c'est lui qui a permis, qui a donné des autorisations, qui a favorisé en tout cas les autorisations pour obtenir des prélèvements de cheveux ou autres reliques dites d'Henri IV pour faciliter les analyses. Donc les historiens dans cette affaire ont été, je dirais, réduits à la portion congrue, alors qu'en fait ce genre de questions, comme dans un procès judiciaire finalement, doit être mené par les historiens, et comme dans un procès où les juges, les tribunaux s'adressent à des experts scientifiques, généticiens ou autres, pour avoir des avis et pour avoir des analyses, dans ce cas, et d'ailleurs on parle d'ailleurs, moi quand je fais mes études d'histoire, on parlait de sciences auxiliaires de l'histoire, c'est-à-dire que ces sciences viennent apporter une aide à l'historien, viennent apporter des éléments qui doivent être placés dans le cadre plus général de l'enquête historique et qui apportent un éclairage ou pas d'éclairage, ou qui contredisent ou qui confirment telle ou telle conclusion que l'on trouve à travers l'étude des textes, à travers l'étude de l'archéologie, des sources, etc. Et pas le contraire. Là, finalement, cette affaire a été menée à l'envers, c'est-à-dire que c'est les scientifiques, entre guillemets, qui ont donc cru voir des choses sur cette tête, cru y décerner des choses, et ont essayé de faire coller l'histoire à ce qu'ils croyaient découvrir, et donc en torturant éventuellement les textes, ou en les arrangeant, ou les transformant à leur gré, à faire coller l'histoire à leurs conclusions prédéterminées. Donc voilà, ça c'est le problème méthodologique qui, je pense, devra être... et c'est en cela que cette affaire a un intérêt, parce qu'elle est exemplaire de la méthode qu'il faudrait employer à l'avenir dans ce genre d'affaires. C'était d'ailleurs la méthode que j'avais employée au moment de l'affaire de Louis XVII, hein, lorsque ce cœur avait été analysé. Ce n'était pas l'analyse ADN qui avait apporté une conclusion. L'analyse ADN nous avait donné un élément qui était que dans ce cœur, il y avait l'ADN de la famille de Marie-Antoinette. C'est tout. C'était seulement l'enquête historique qui
utilisant cette information supplémentaire et utilisant également l'histoire du cœur qu'on pouvait rétablir de manière assez cohérente, et puis l'histoire de l'enfant du temple, etc. Tout ça, mis bout à bout, permettait d'arriver à la conclusion que ce cœur était bien celui de l'enfant du temple, et que, puisque l'enfant du temple possédait dans son cœur l'ADN de Marie-Antoinette, que c'était donc bien Louis XVII, et que Louis XVII était mort au temple. Mais, si vous voulez, l'enquête scientifique en elle-même n'apporte que le scientifique, et là le professeur Cassimon à l'époque l'avait bien compris, il avait dit l'ADN n'a pas de carte d'identité, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire que c'est le cœur de Louis XVII, je peux vous dire que c'est le cœur d'un enfant qui était apparenté à Marie-Antoinette. Et c'est seulement l'enquête historique qui, replaçant cela dans un ensemble, pouvait arriver à une conclusion. Alors revenons à la tête Bourdet, donc, pour lui donner un nom neutre. Son histoire commence en 1919. Donc c'est en 1919 qu'un certain Joseph-Émile Bourdet, qui était garçon de course dans une imprimerie, qui avait travaillé aussi dans une librairie parisienne, qui était un autodidacte un peu fantasque, qui avait lu un peu à tort et à travers, et qui avait une instruction faite en pointillé comme ça, et sans du tout de méthode. Ce Bourdet, donc, on est en 1919, c'est après la guerre, donc on vend beaucoup de choses à l'hôtel Drouot, et en particulier, ce jour-là, on vend des objets qui étaient chez un garde-meuble depuis avant la guerre, des objets qui avaient été abandonnés chez ce garde-meuble, et donc le garde-meuble, pour rentrer dans ses frais, avait obtenu l'autorisation judiciaire de vendre ce bric-à-brac, aux enchères, pour essayer de retrouver un petit peu d'argent. Donc on vend ce jour-là le matériel d'une artiste, peintre et sculptrice, qui était une certaine Emma Nallet-Poussin. Donc Poussin parce qu'elle était apparentée très lointainement au peintre Poussin. Nallet, c'était le nom de son mari. Et donc on vend un certain nombre d'objets, des toiles, des chevalets, etc. Et parmi ces objets, une tête momifiée, et deux autres crânes d'ailleurs, eux non momifiés, des crânes ordinaires, dont personne ne veut. Et finalement, Bourdet, voyant cette tête momifiée, voit à la base du cou des traces comme une sorte de tatouage. Il pense que c'est un tatouage, une trace un peu bleu foncé. Et il se souvient qu'il croit se souvenir en tout cas, qu'il a lu dans un magazine illustré quelques années avant que lorsque l'on avait sorti le cadavre d'Henri IV, on avait vu qu'il était tatoué, qu'il avait une marque bleue, etc. Je vous dis tout de suite que ça, aucun document d'époque de 1793 nous explique ça. Je pense qu'il se trompait finalement, il y avait une confusion avec Louis XIV, parce qu'effectivement quand on a exhumé Louis XIV, on a dit qu'il était noir, que le cadavre était noir, donc on a pris une teinte noire, jamais pour Henri IV. Donc il y a dû avoir une confusion à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, Bourdet est persuadé qu'Henri IV était tatoué. Voyant une tête qu'il croit tatouée, il dit c'est la tête d'Henri IV. Voilà. Donc c'est quand même un petit peu rapide, mais donc il achète cette tête pour 3 francs, parce que personne n'en veut, évidemment, avec les autres crânes. D'ailleurs, dans un premier temps, il pense avoir récupéré les crânes de Louis XIV et de Louis XIII en plus, mais bon, ça, il n'en reparlera plus après. Je vous expliquerai pourquoi, parce que, pourquoi il pensait avoir eu les trois rois ensemble. Toujours est-il qu'il s'est mis dans la tête que c'était la tête d'Henri IV. C'est le moment de le dire. Il faut dire que ce Bourdet est coutumier du fait, parce que chez lui, il a un certain nombre de tableaux qu'il a achetés comme ça pour 3 sous aux enchères, et pour lui, c'est des Rubens, des Goya, des Léonard de Vinci, des Rembrandt, etc. Et il montre ça aux gens en disant, vous voyez, ça. Donc c'est quelqu'un d'assez particulier, a priori, qui va passer sa vie ensuite, alors ça devient une espèce de personnalité un peu amusante de l'entre-deux-guerres. Il vit d'abord à Dinard, sur la côte bretonne, et puis ensuite il vient s'installer à Montmartre, où il a une sorte de bric-à-brac à côté de la place du Tertre, où il expose sa tête d'Henri IV sous un globe, il fait visiter, en plus il fait des photos pour les gens, etc. Donc c'est un personnage, une espèce de personnage sympathique et pittoresque de la butte Montmartre, qui meurt d'ailleurs en 1946. Et lorsqu'il meurt en 1946, la tête donc est héritée par sa sœur, qui en 1955, alors ça on le saura beaucoup plus tard, qui en 1955 va la vendre à un certain Jacques Bélanger, qui est un jeune fonctionnaire
qui adore l'histoire, un petit peu les énigmes historiques, jeune fonctionnaire des impôts de Châteaudun, qui donc l'achète pour 5500 francs de l'époque. Donc c'est des anciens francs, j'ai calculé que ça faisait à peu près 115 euros, quelque chose comme ça, donc une somme finalement assez faible. D'ailleurs, dans leur livre, Charlier et Gabet nous disent que ça correspondait à 2 mois de salaire. Non, ça ne correspondait pas à 2 mois de salaire, ça correspondait quand même à une somme. Alors, ça fait plus extraordinaire de dire 2 mois de salaire, mais bon, ça n'est pas le cas. Et cette tête va rester dans le placard de M. Bélanger jusqu'en janvier 2010. C'est un peu une histoire à la Ionesco, vous savez, où on a, je ne sais plus quelle pièce de théâtre, où il y a un cadavre comme ça qui est dans la chambre et qui grandit. Voilà. Donc là, personne n'en parle, cette tête reste dans le placard pendant 50 ans, même les enfants de la famille ne le savent pas. Et finalement, en janvier 2010, les journalistes Gabet et Belay, qui avaient avant qui avait déjà fait un documentaire sur Henri IV au moment du 4e centenaire, découvre cette tête, finalement, grâce au professeur Bablon qui leur avait donné la piste, découvre cette tête et se la font remettre, et donc c'est à partir de là que pendant 6 mois, cette tête va être soumise à un certain nombre d'examens scientifiques pour essayer de voir si c'est ou c'est pas la tête d'Henri IV. Alors, déjà, a priori, ça on pourrait le redire plus tard, mais c'est vrai qu'au niveau simplement des probabilités, des probabilités mathématiques, la probabilité mathématique que M. Bourdet, achetant une tête complètement anonyme en 1919, dans une vente aux enchères à Drouot, une tête qui a absolument dont on ne connaît absolument pas la provenance, imaginant que c'est la tête d'Henri IV, parce que soi-disant elle est tatouée, alors qu'elle ne l'est pas, et qu'Henri IV ne l'était pas non plus, décide que c'est Henri IV, la probabilité mathématique que Bourdet ait tapé juste est à peu près égale à celle de gagner au loto ou à l'euro-million aujourd'hui. Donc déjà, a priori, c'était quand même bon. Il y a des hasards dans l'histoire. Il aurait pu, effectivement, par un hasard extraordinaire, tomber juste. Mais déjà, a priori, c'est quand même très étonnant que cet homme qui collectionnait les Rembrandt imaginaires et les Rubens, etc., soit tombé sur la vraie tête d'Henri IV sans aucune raison et qu'il ait eu raison, qu'il l'ait découvert. Mais bon, ça, on peut imaginer qu'un hasard extraordinaire ait lieu. Maintenant, on va essayer de voir un peu plus près en quoi ça ne peut pas et pourquoi ça ne peut pas être la tête d'Henri IV. Alors, d'abord, cette tête Bourdet, donc, est tout à fait intacte. C'est-à-dire que lorsqu'on l'examine, elle n'a subi aucun traitement d'embaumement. C'est-à-dire qu'elle possède encore son cerveau, ses yeux, sa langue. Elle n'a pas été du tout vidée, le crâne n'a pas été ouvert. Non seulement le crâne n'a pas été ouvert, mais il n'y a aucune trace. Parce qu'à la limite, on pourrait imaginer que le crâne n'ait pas été ouvert. On va voir que c'est peu probable, mais disons que s'il n'avait pas été ouvert, au moins, puisqu'on sait que le reste du corps d'Henri IV a été embaumé, au moins on aurait procédé à un certain nombre on aurait placé dans les narines, dans les oreilles, dans la bouche, un certain nombre d'aromates, d'onguents, etc., pour procéder quand même à une sorte d'embaumement au moins externe. Or, cette tête n'a c'est une momie qui n'a subi aucune, et on le verra plus tard, qu'on peut dire que c'est probablement une momie naturelle, c'est-à-dire quelque chose, un corps qui s'est desséché naturellement sans intervention humaine. Donc revenons à la mort d'Henri IV. Je vous rappelle qu'il est mort assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610, pas très loin d'ici d'ailleurs, rue de la Ferronnerie. Donc il est ramené au Louvre et le lendemain on procède à son embaumement, à son autopsie, à son embaumement, comme c'était le cas pour tous les rois et tous les princes de la famille de France depuis le Moyen-Âge. 18 médecins et 12 chirurgiens. Alors, médecins et chirurgiens à l'époque étaient deux professions bien définies et bien distinctes, un peu même antagonistes. Donc 18 médecins et 12 chirurgiens procèdent à cette autopsie et à cet embaumement. Parmi les chirurgiens les plus notables, on en a deux dont on a les noms de tous, mais on en a deux qui ont laissé des documents intéressants pour notre affaire. Enfin, certains d'autres en ont laissé aussi, vous verrez dans le livre, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails.
Mais le principal, donc, c'est Jacques Guillemot qui publie en 1612, donc 2 ans après, un livre qui s'appelle Les œuvres des chirurgies, dans lesquelles il publie donc le procès-verbal de l'autopsie d'Henri IV. Il explique, enfin les médecins et les chirurgiens expliquent dans ce procès-verbal qu'ils se sont cantonnés à l'examen des causes directes du décès, donc les 2 coups de couteau à la poitrine que Ravaillac avait portés au roi, et on ne parle pas dans ce procès-verbal d'autopsie ni de l'abdomen, ni du crâne, on se contente d'expliquer pourquoi le roi est mort. Mais il y a quand même une phrase qui est intéressante à la fin de ce procès-verbal d'autopsie, qui nous dit « Toutes les autres parties du corps se sont trouvées fortes entières et saines ». Donc, et un autre texte dans le Mercure français nous dit que toutes les parties nobles étaient entières. Or, les parties nobles, c'est le cœur, le foie et la cervelle. Donc, effectivement, si le procès-verbal d'autopsie, c'est bien pour ça qu'il y a problème, puisque si, évidemment, le procès-verbal d'autopsie nous parlait du crâne, ça réglerait tout de suite la question. Il n'y aurait pas eu besoin de faire un livre pour expliquer que ce n'était pas le cas d'Henri IV. Si le procès-verbal d'autopsie ne nous parle pas de manière directe du crâne ouvert et nous parle pas du cerveau de manière explicite, le fait qu'il nous parle de toutes les autres parties du corps saines et entières et des parties nobles laisse supposer de manière très probable, très plausible, que l'autopsie ne s'est pas arrêtée à la poitrine, mais que bien sûr, au moment, en tout cas de l'embaumement, on a ouvert ce qu'on appelait les 3 ventres, c'est-à-dire le ventre inférieur, ce qu'on appelle nous le ventre aujourd'hui, le ventre moyen qui était le thorax, et le ventre supérieur qui était le crâne. D'ailleurs, Guillemot, le même Guillemot, dans ses œuvres des chirurgies, nous donne un certain nombre de techniques d'embaumement. Hein. Juste après, d'ailleurs, le procès-verbal d'autopsie d'Henri IV, il nous donne les techniques d'embaumement utilisées par lui, donc à cette époque. Et dans les 2 techniques d'embaumement, il y a l'ouverture du crâne et l'excérébration. Donc, à aucun moment, il ne nous dit qu'il aurait utilisé une 3e technique qui aurait été de ne pas toucher le crâne dans le cas d'Henri IV. Un autre chirurgien qui a participé à cette autopsie et cet embaumement, qui s'appelle Pierre Pigray, qui a écrit aussi un livre à la même époque, en 1609, qui s'appelle Les épitomées des préceptes de médecine et de chirurgie, nous donne aussi sa technique qui est quasiment la même que Guillemot pour l'autopsie et pour l'embaumement, et qui nous dit que pour l'embaumement, il faut vider tous les ventres, tant inférieurs, supérieurs que moyens. Donc on a là le témoignage des 2 chirurgiens principaux qui ont participé à cet embaumement, et qui nous donne cette technique, c'est une technique d'ailleurs assez, qui est déjà ce qu'on pourrait appeler un modèle canonique, pour reprendre l'expression qui est utilisée par un auteur dont je reparlerai tout à l'heure, et ce modèle a été mis en place déjà depuis la fin du Moyen-Âge, je consacre tout un chapitre à cela, mais a surtout été codifié de manière définitive par Ambroise Paré, le fameux chirurgien Ambroise Paré qui était mort en 1590 et qui était le maître direct, et même presque le maître et le maître à penser, et même plus que ça, parce que Guillemot avait vécu chez lui, il était pratiquement son fils spirituel, de ces chirurgiens dont je viens de parler, et 2 autres chirurgiens et des autres médecins qui entouraient le corps du roi, puisque lorsque l'on regarde un petit peu attentivement les noms et les carrières de tous ces chirurgiens et de tous ces médecins, on voit qu'il y a il y a des parentés, il y a des amitiés, il y a des alliances, etc. Et que tous, plus ou moins, ont été influencés et étaient un petit peu les disciples d'Ambroise Paré. Donc on voit qu'il y a cette méthode qui est déjà très ancrée, très définitive, on va revoir plus tard de quelle manière, donc il n'y a aucune raison que cette méthode n'ait pas été utilisée dans le cas d'Henri IV. Le docteur Charlier, d'ailleurs, dans ce documentaire sur le crâne Bourdet, finit, après bien des déconvenus dans le documentaire, parce que tout au long du documentaire, il nous explique que ça ne doit pas être le crâne, c'est bizarre, ça ne correspond pas, mais il arrive finalement à Florence, en Italie, et là, dans une bibliothèque, il sort un livre, Deus Ex Machina,
Et ce livre, il le sort et il dit, voyez, la preuve est là, c'est bien donc Pigray qui a embaumé Henri IV, et Pigray nous dit qu'il ne faut pas ouvrir le crâne, etc. Or, le livre en question, on le voit très bien sur l'écran, c'est un livre qui s'appelle Les Moumiers, donc les momies, hein, qui est d'une certaine Silvia Marinozzi et du professeur Gino Fornaciari dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui explique les techniques d'embaumement et de thanatopraxie tout au long du Moyen-Âge et de l'ère de l'époque moderne. Et à la page justement qui est ouverte, on a effectivement une traduction de l'épitomée de Pigray, mais Pigray nous dit absolument pas qu'il ne faut pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas vider le crâne, mais au contraire, il dit qu'il faut le vider, que c'est une nécessité dans un embaumement. Donc là, on est en face de, je dirais, pour être poli, d'une contre-vérité. En tout cas, on a l'impression un petit peu qu'il y a une manière de se moquer ou de vouloir induire les téléspectateurs en erreur en leur affirmant le contraire de ce qu'un livre contient. Donc, dans un premier temps, voilà, l'examen des sources et des archives que l'on peut avoir autour de la mort d'Henri IV laisse supposer que s'il n'y a pas un témoignage direct, effectivement, il n'y a pas un texte qui nous dit le crâne a été ouvert et embaumé. En tout cas, tout ce que l'on sait sur les techniques de l'époque, tout ce que l'on sait sur les chirurgiens et les médecins qui ont participé à cet embaumement, laisse supposer que ce crâne a bien été embaumé, donc qu'il a été ouvert et qu'il ne peut pas être ce crâne qui est resté complètement intact, qui est celui du crâne bourdé.